Bonjour, je m'appelle Mohamed Kertar. Je suis professeur à l'Institut Pasteur où je dirige l'unité des infections bactériennes invasives et je dirige également le Centre national de référence des méningocoques, des Haemophilus influenzae et le centre collaborateur OMS des méningites. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du congrès pour m'avoir invité, et en particulier le professeur Toumi, pour m'avoir invité à partager avec vous les quelques informations récentes sur les infections invasives à méningocoque. Comme vous savez, le méningocoque est une bactérie capsulée et la nature de cette capsule détermine ce qu'on appelle sérogroupe. Et il y a 12 sérogroupes à ce jour qui sont décrits dans le monde, mais 6 parmi ces sérogroupes sont responsables de la quasi-totalité des infections invasives à méningocoque. La diapositive présente la dernière carte de l'OMS sur la distribution de ces sérogroupes dans le monde qui varie dans le temps et dans l'espace. Cette carte date de 2019 et juste avant l'émergence de la COVID-19. 3 informations sur cette diapositive. La première, c'est l'émergence globale de sérogroupe W. Comme vous voyez, il est dans tous les continents. La deuxième information, c'est la presque disparition de sérogroupe A dans l'Afrique subsaharienne, ici, comme vous voyez ici. Et la troisième information concerne l'Afrique du Nord, c'est la prédominance du sérogroupe B dans l'Afrique du Nord. Les infections invasives à méningocoque, et je parle volontiers des infections invasives à méningocoque et pas que de méningite, commencent, comme vous le savez, par l'arrivée de la souche à sa porte d'entrée qui est le rhinopharynx, mais une porte d'entrée urogénitale est tout à fait possible maintenant et décrite de plus en plus. Une fois la colonisation est faite, certaines souches sont capables de traverser la barrière épithéliale de la surface muqueuse pour traverser cette barrière, arriver dans le sang et se propager dans le sang. Cette phase, c'est une phase de septicémie qui est obligatoire et les symptômes pendant cette phase-là sont peu spécifiques et pendant ces 19 heures qui précèdent les formes finales de l'infection, peu de malades sont envoyés à l'hôpital et en réalité, moins de la moitié sont envoyés à l'hôpital. Ensuite, le méningocoque va se localiser dans d'autres sites anatomiques et pour faire les formes finales. Et ces formes sont dominées par la septicémie, le purpura fulminans et surtout la méningite, mais d'autres formes sont décrites, et en particulier des bronchopneumonies invasives, de pleurésie, des péricardites, des péritonites, voire même des facéites nécrosantes. Ces formes cliniques non méningées que je viens de décrire ne sont pas si rares et ils peuvent compter pour à peu près 20% des formes cliniques. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment garder en tête. Et surtout, une autre information, ces formes-là sont souvent l'objet des souches particulières, et en particulier les souches de sérogroupe Y et W, qui peuvent être responsables de jusqu'à 50% de ces formes, comme on voit ici pour les cas de pneumonie invasive. Un autre aspect qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les facteurs de risque pour développer une infection invasive à méningocoque. Vous savez comme moi, il y a beaucoup de ces facteurs que nous connaissons depuis pas mal de temps et nous avons réalisé une étude cas témoin récemment qui a confirmé beaucoup de ces facteurs comme l'asplénie, comme les déficits en composants tardifs de complément, comme l'infection VIH. Mais de nouveaux facteurs se sont révélés dans cette étude-là, et en particulier la précarité sociale comme facteur spécifique d'infection, de risque d'infection invasive à méningocoque. Et si on regarde cette précarité sociale par le proxy d'être bénéficiaire de couverture médicale universelle complémentaire en France, qui est un signal ou un marqueur de précarité sociale, on voit qu'il y a une association significative entre être bénéficiaire de CMUC et être hospitalisé à l'hôpital pour une infection invasive à méningocoque. Et cette association significative persiste pratiquement dans toutes les tranches d'âge, comme vous voyez ici, à l'exception de la tranche d'âge de 15-25 ans, où, vous savez, les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, dans cette tranche d'âge, ne dépendent plus de la couverture sociale de leurs parents, mais cette association significative réapparaît à nouveau ici, comme vous voyez, par les hauts de ratios significatifs. Une autre nouveauté que je souhaite aborder avec vous aussi, c'est sur le plan diagnostique.
sur le plan diagnostic, en plus de la PCR qui est maintenant installée dans beaucoup de pays. Il y a un nouveau un nouvel outil de diagnostic qui sont les tests de diagnostic rapide qui sont réalisés par des bandelettes. Cela a été d'abord développé et validé dans les conditions de laboratoire avec des performances qui sont tout à fait intéressantes et qui dépassent les 90% pour la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives positives et négatives. Et ces tests-là ont été validés récemment sur le terrain, sous l'égide de l'OMS, dans deux pays qui sont le Niger et le Burkina Faso. Et vous voyez sur cette diapositive comment se présentent ces tests-là avec 3 cassettes et qui peuvent tester les LCS. Et vous avez ici des diapositives positives pour le sérogroupe A, le sérogroupe C, le sérogroupe X et le sérogroupe W. En fait, ces cassettes détectent 5 de 6 sérogroupes majeurs qui sont le A, le C, le Y, le W et le X. Maintenant, la dernière nouveauté que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est une nouveauté épidémiologique. Comment était l'évolution des infections invasives à méningocoque depuis l'émergence de la COVID-19. Je vous ai montré tout à l'heure l'état dans la carte de l'OMS jusqu'à 2019. En fait, je vous présente ici les données en nombre de cas cumulés pour les infections invasives bactériennes à pneumocoque, à Haemophilus influenzae, à méningocoque, à streptocoque, à Galaxie. Ce sont les données du réseau IRIS qui groupe 26 pays dans le monde. Et ce que nous comparons aussi, les courbes de l'année 2018, l'année 2019 et la première moitié de l'année 2020. Et comme vous voyez, depuis que la COVID-19 a été déclarée par l'OMS à la semaine 11, on voit une baisse significative de nombre de cas des 3 infections invasives à pneumocoque, à Haemophilus influenzae, à méningocoque, mais pas à streptocoque agalactiae, qui a un autre type de transmission. Si on zoome un peu plus sur le méningocoque et sur des pays individuels maintenant, nous avons des pays partout en Europe et dans le monde. Et ce que nous regardons ici, c'est exactement la même chose que la diapositive précédente, c'est-à-dire le nombre de cas cumulés pour les infections invasives à méningocoque pour l'année 2018, 2019, et en rouge, c'est la première moitié de l'année 2020. Les barres que vous voyez ici, ce sont les mesures qui ont été prises dans les différents pays, des mesures de confinement et de distanciation sociale et physique. Et on voit bien, dès l'instauration de ces mesures, le nombre de cas a chuté dans tous les pays. Ce qui est intéressant ici, c'est que quel que soit le degré de la stringence de ces mesures qui est montré ici par le gradient de couleur, et plus foncé la couleur, plus stringentes sont ces conditions, on voit que quel que soit le degré de la stringence, cette baisse des infections invasives à méningocoque est observée dans tous ces pays que vous observez dans cette diapositive. Si on zoome dans un seul pays, qui est la France maintenant, et je vous présente des données qui vont de 2014 à 2021, jusqu'à fin juillet 2021. C'est vraiment très, très récent. Et comme vous voyez, pour les années 2014 jusqu'à 2019, vous voyez les lignes en continu aussi, solides, avec les plusieurs couleurs qui forment une sorte de rivière où les cas cumulés se présentent ici d'une façon relativement similaire. À partir de la semaine 13 de l'année 2020, vous voyez la nette baisse qu'on voit ici en termes de cas cumulés, et ça continue jusqu'à la fin de 2020, ça continue en 2021. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant la pente de ces cas cumulés est similaire entre 2020 et 2021. 2020 après le premier confinement en semaine 13, et ces pentes sont différentes maintenant de ce qu'on observait avant, ce qu'on a l'habitude d'observer avant dans les années 2014-2019. Nous avons donc une nouvelle situation épidémiologique pour ces infections invasives. Cela concerne tous les sérogroupes et cela concerne toutes les tranches d'âge, comme vous voyez ici, les différentes tranches d'âge et l'année 2020, donc on voit de 2011 à 2020, et l'année 2020 est en rouge et ça concerne l'ensemble des tranches d'âge. Est-ce qu'il y avait des différences au niveau clinique? Et la réponse est oui. Et là, ce qu'on regarde ici, ce sont
le nombre de cas des infections invasives à méningocoque entre le mois de janvier de 2019 jusqu'à mi-mai 2019 et on compare ça à la même période de l'année 2020. On voit bien la baisse de nombre de cas globalement, mais ce qui est intéressant ici, c'est la partie en rouge qui représente les pneumonies invasives à méningocoque. Le nombre et la proportion de ces cas de pneumonie invasive à méningocoque a augmenté par rapport à la baisse qu'on a observée pour les autres formes cliniques dont je vous ai parlé dans les premières diapositives de cette présentation. Est-ce que ça a aussi changé au niveau des souches? Et la réponse aussi est oui. Ce qu'on regarde ici, on regarde les années 2018, 2019 et 2020 pour la période entre janvier et mi-mai. Et comme on voit, il y a une baisse effectivement dans l'année 2020 pour la même période par rapport à 2018 et 2019. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on représente les souches en termes de leur invasivité. On a des souches hyper-invasives et on a des souches qui ne sont pas hyper-invasives. Cela s'est fait sur la base de leur analyse génomique par le génome entier. Et comme on voit ici, en blanc, c'est les souches hyper-invasives et ce sont ces souches-là qui ont baissé beaucoup plus que les souches non hyper-invasives qui restent relativement stables. Si on différencie cette période de 1er janvier à mi-mai, en première partie entre janvier et mi-mars, mi-mars, je vous rappelle, c'est la date du premier confinement en France, et là on voit une stabilité de nombre de cas pour les deux formes, alors que pour la partie où il y a le premier confinement entre le mi-mars et le mi-mai, on voit bien une baisse significative de nombre de cas en 2020, et surtout cette baisse est sur la base des souches hyper-invasives qui sont des souches hyper-transmissibles. Donc, ils sont impactés beaucoup plus rapidement par les mesures prises pour arrêter la pandémie de la COVID-19. Maintenant, on a vu qu'il y a un impact sur le nombre de cas qui se témoignent par la baisse de la transmission et l'acquisition. Qu'en est-il de la vaccination? Ici, on regarde des données anglaises qui montrent que la prise des vaccins pour les vaccins de l'enfance, l'hexavalent et l'aurore a baissé significativement de façon même très importante qui dépasse les 20% pendant la période du confinement, le premier confinement au Royaume-Uni. Il y a eu un petit rattrapage après, mais ça reste quand même plus faible de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que tout ça s'est mesuré par rapport à l'année 2019. Donc, il y a une baisse importante due au fait que les parents ne savaient plus si le programme de vaccination continue. Ils avaient probablement peur d'amener leurs enfants aussi prendre les vaccins dans les centres de santé. Et puis, il y avait une difficulté d'obtenir des rendez-vous de consultation médicale, ce qui pourrait expliquer cette baisse. Cette baisse a été observée, je vous rappelle seulement ici, que le vaccin contre méningo B est administré en Angleterre dans la même visite médicale que le hexavalent. Donc, cette baisse-là doit être reflétée aussi par une baisse de la vaccination contre le méningocoque B. En France, nous avons cette baisse et spécifiquement, je vous montre ici les données pour le méningocoque C. Vous savez que nous vaccinons à 5 mois et à 12 mois. Pendant le premier confinement, on a une baisse pour la dose de 5 mois de 10% et une baisse de 20% même de la dose de 12 mois. Cette baisse a continué tout autour de l'année, même si on a rattrapé un peu la dose de 5 mois, mais la baisse continue à être significative pour la dose de 12 mois. Qu'en est-il de l'Afrique? Nous n'avons pas malheureusement des données chiffrées pour l'Afrique, mais il y a une étude qui a essayé de regarder le bénéfice-risque d'arrêter ou continuer les programmes de vaccination pour les vaccins de l'enfance. Et on a deux scénarios avec un impact faible ou un impact important de cet arrêt de la vaccination. Et on voit dans les deux cas, il y a un bénéfice de continuer la vaccination. Comme vous voyez, dans l'impact important, on voit quand même un bénéfice-risque qui dépasse le 1 dans tout le continent africain, même si il y a certains pays qui seront impactés un peu moins. Et donc, il est vraiment très important de continuer la vaccination pendant la pandémie de la COVID-19. J'entends la vaccination de l'enfance que nous savons tous dans les différents pays. En conclusion,
J'aimerais bien souligner à nouveau que les inégalités sociales sont un facteur de risque spécifique des infections invasives à méningocoque. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment de façon générale, c'est vraiment un risque individuel, comme vous avez vu dans les données que je vous ai présentées. Donc, les recommandations vaccinales doivent maintenant être attentives pour assurer que les enfants dans les zones socialement défavorisées obtiennent la vaccination recommandée pour tout le monde. C'est une question d'équité face aux accès aux soins. Cependant, nos études ne montrent pas, bien sûr, tous les groupes sociaux défavorisés qui peuvent être aussi à haut risque, par exemple les migrants, par exemple les sans domicile fixe. Tous ces sujets-là peuvent échapper de nos analyses et il faudra aussi y penser. La distanciation sociale et physique en 2020 et les mesures de confinement ont été associées avec une réduction significative des infections invasives à méningocoque, mais aussi avec une réduction significative de l'utilisation des vaccins. Donc, on a deux aspects qui vont converger. D'une part, on a une réduction de l'acquisition des souches au niveau de portage, de transmission. Cela va se traduire par une baisse de l'immunité naturelle. Et en plus, on rajoute la baisse de la vaccination qui va réduire l'immunité acquise par la vaccination. Donc, ces deux facteurs conjugués peuvent effectivement nous faire craindre un rebond de ces infections invasives à méningocoque lorsqu'on revient à des conditions de vie normales. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Sur l'une de vos diapositives, on voit que le nombre de cas de méningite à méningocoque en Espagne a augmenté en 2020, contrairement aux autres pays. A-t-on une explication à ce phénomène? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je suis ravi que les gens ont vraiment remarqué ça. Et effectivement, j'ai pas répondu à ça ou je l'ai pas abordé dans l'exposé. Les données espagnoles sont les données de la Catalogne seulement et pas l'ensemble de l'Espagne. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que il y avait une augmentation dans les 2-3 premiers mois de l'année et ensuite, à partir du mois de mars, c'est arrêté. Donc, c'était pareil en France. Pour certains sérogroupes, on était plus élevé en début de 2020 par rapport à 2019. Mais c'est à partir du confinement où l'accumulation s'est arrêtée. Donc, les 3 premiers mois, tout à fait d'accord. Effectivement, il y a une augmentation. Encore une fois, c'est seulement la Catalogne et pas toute l'Espagne. Mais ensuite, c'est arrêté. Et si vous continuez et vous mettez toutes les données espagnoles, on a exactement la même situation que dans les autres pays. Mais j'insiste, s'il vous plaît, de ne pas utiliser le mot méningite. Ce sont des infections invasives à méningocoque. Et ça, c'est vraiment quelque chose de majeur dans la surveillance pour avoir une idée du vrai poids de la maladie. Quand vous ignorez une partie des formes non méningées, vous ignorez une partie du poids de la maladie en termes de morbidité, mortalité et de coûts économiques. Merci beaucoup, professeur Ta. Je n'ai plus sous mes yeux des questions, mais j'ai deux compliments. Très instructifs, très instructifs. Encore une fois, c'est très instructif, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec l'espoir de vous voir parmi nous l'année prochaine. Ça me ferait très plaisir de visiter la Tunisie, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.